Dans ce coin d'Amérique du Sud, il ne manque rien pour se croire au paradis. Chaque samedi, la petite communauté française se réunit pour jouer à la pétanque. Voilà. Oh, on est obligé de saluer. Un air de Provence à 8000 km des côtes françaises. Mais derrière les sourires, les joueurs ont tous un drame en tête. Car l'un des leurs manque à l'appel. Le choc a été terrible, que ce soit la perte d'un compatriote dans de telles conditions, c'est quelque chose d'horrible, bien entendu. Les Français de Puerto La Cruz, cette petite station balnéaire du nord du Venezuela, sont encore traumatisés. En avril 2012, Paul Vollnerman, leur ami, est retrouvé mort sur cette plage alors qu'il menait une vie de retraité bien tranquille. Ancien dentiste originaire de Nice, passionné de pêche et de bateaux, l'homme s'était installé à La Réunion et à la Martinique, où il avait fait fortune dans le commerce. Mais après un divorce, pour profiter de son argent et de sa passion pour les tropiques, c'est à Puerto La Cruz qu'il choisit de s'installer. Ici, le salaire moyen est d'à peine 500 €. Avec sa petite fortune, Paul Vollnerman se bâtit une vie de nabab, avec un bateau et un grand appartement dans cette résidence privée avec piscine. Il ne se refuse rien. Chaque week-end, Paul Vollnerman se rend en bateau à la marina pour manger au restaurant français de son ami Philippe. Il arrivait, puis il se garait ici, puis il venait manger au restaurant, il laissait le bateau devant et après il repartait avec son bateau, c'était assez spectaculaire. À Puerto La Cruz, Paul Vollnerman fait figure de millionnaire. Il prend même un majordome à son service. Cet homme tout juste arrivé dans la région, Marco Ferrari. Dévoué, cet Italien qui parle français devient rapidement l'homme de confiance de son patron à la grande surprise de Philippe. Paul Vollnerman, il était méfiant avec tout le monde. Et tous les gens qui ont été en rapport avec lui, toutes ses copines qu'il a pu avoir, tous les gens qui lui ont rendu service, il vérifiait les comptes, il demandait des factures, il était méfiant sur tout le monde. Et bizarrement, il lui a fait totalement confiance. La vie continue tranquillement à Puerto La Cruz. Quant à 8000 km de là, dans un petit village de Bourgogne, la famille de Paul Vollnerman commence à s'inquiéter. Loni, sa fille d'habitude en contact régulier avec son père, reste sans nouvelles pendant un mois. Elle téléphone alors au majordome, mais ce dernier brouille les pistes. Un coup, il disait que mon père était parti fâché contre sa famille. Une autre fois, il était parti avec une fiancée refaire sa vie. Une autre fois, il signait un bateau. Oui, il a dit des choses contradictoires. Et il prétendait s'inquiéter au téléphone et tout ça. Pour votre père? Pour mon père, oui. Moi, je croyais pas. Inquiets, Loni et ses frères mènent alors leur propre enquête et piratent la boîte mail de leur père. Ils y trouvent des dizaines d'emails étranges. Des demandes de virements bancaires en faveur du majordome Marco Ferrari, signé Paul Vollnerman. Il y en a, mais tous sont comme ça. Alors. Problème, les emails sont truffés de fautes d'orthographe et mêlent différentes langues. Je vous prie de bien vouloir virer 2000 € de mon compte CONTE vers VER, le compte CONTE signé Paul Maurice Vollnerman. Il signait jamais Paul Maurice Vollnerman. Mais vous avez des mails plus évidents. Vous avez de l'espagnol, des mots mélangés qui sont italo-espagnols dedans. Donc ça, c'était pas votre Ça, père? c'était pas mon père, c'est certain. Ouais. Au total, plusieurs dizaines de milliers d'euros sont transférés sur les comptes du majordome. L'inquiétude grandit dans la famille, d'autant que Paul Vollnerman ne réapparaît toujours pas. À Puerto La Cruz, Philippe le restaurateur soupçonne également l'employé du retraité. Marco Ferrari, c'était un aventurier italien, un type qui était là, qui était très impliqué dans la vie de Paul Vollnerman. Et le fait que lui ne sache pas ce qui s'est passé, qu'il est parti comme ça, j'étais sûr qu'il était impliqué, j'étais sûr qu'il y avait un problème de son côté. Fin avril 2012, un sac s'échoue sur une plage de Puerto La Cruz.
À l'intérieur, un tronc humain, celui de Paul Wollnerman. Quand la police locale est informée de la découverte du cadavre, Hector Marin, inspecteur de la brigade criminelle, est le premier arrivé sur les lieux. Voilà, c'est par ici. Le corps a été lancé du côté de ces voiliers au fond, dans un canal. Et les vagues l'ont ramené sur la plage. Exactement ici. Dans le sac, on a découvert des plombs pour que le corps coule. Mais ça n'a pas marché, car les poumons de la victime étaient pleins d'air et ça l'a fait remonter. La découverte macabre fait la une des journaux locaux. Sur la plage du canal, un corps a été localisé dans un sac. Il n'y avait plus de tête, ni aucun membre. Le crime sort de l'ordinaire des faits divers. La journaliste Eleida Briceno s'interroge. Ici, il y a beaucoup de tueurs à gages et de kidnapping. Regardez ici par exemple. Un homme a été assassiné de 9 balles après qu'on ait essayé de lui voler son portable. 9 balles, ça on est habitué. Mais jamais on n'avait couvert de cas où le corps avait été démembré. Ici, ce n'est vraiment pas commun. Le mode opératoire rappelle ceux des règlements de compte mafieux. Dès lors, l'inspecteur Marin va rechercher la provenance de l'outil qui signe le crime. La scie électrique qui a permis la découpe du corps de Paul Wollnerman. En ville, un seul magasin propose ce type d'outillage. Pendant l'enquête, on a récupéré les vidéos de surveillance du magasin. On voit le majordome acheter une scie électrique et il est avec un complice. Ça a permis de déterminer l'heure et le jour exact de l'achat et de faire le lien avec le meurtre. Le complice du majordome, ce Vénézuélien, Roger Rendon Vasquez. Les deux hommes auraient exécuté le Français d'une balle dans la tête, dans son salon. L'auraient découpé avec la scie électrique, puis jeté dans le canal en bas de chez lui. Le mobile, l'argent. Nous avons découvert que la victime, Paul Wollnerman, possédait plusieurs biens, notamment son appartement et puis un voilier. Et comme il faisait confiance au majordome, il lui a fait une procuration. C'était un document qui autorisait le majordome à vendre tous les biens. Alors le majordome a tué la victime et a commencé à prendre l'argent pour lui-même. Rendon Vasquez est vite arrêté et avoue les faits. Mais le majordome Marco Ferrari prend la fuite. Il quitte le Venezuela avec près d'1 demi-million d'euros volés à Paul Wollnerman. Un mandat d'arrêt international est lancé. En décembre dernier, Marco Ferrari est arrêté près de Rome. Mais coup de théâtre, la justice italienne révèle sa vraie identité. Ugo Marchic, profession, narcotrafiquant. Le majordome était l'un des parrains de la drogue au Venezuela dans les années 90. Gilles Leclerc, ancien patron de l'Agence française de lutte contre les stupéfiants, le connaissait bien. Il était organisé vraiment comme un chef d'entreprise, avec ses chefs régionaux, les contacts avec la mafia italienne, calabraise notamment. On a pu déterminer qu'il avait changé plus de 10 millions de francs à l'époque d'argent dans des bureaux de change à Monaco, à Cannes, etc. Donc on voit vraiment des brassages d'argent, des achats d'appartements en Espagne, des achats de voiliers. Ça fait partie vraiment du Gotha du trafic. Mais en 1996, Ugo Marchic se fait arrêter avec 650 kilos de cocaïne provenant du cartel de Cali en Colombie. Incarcéré au Venezuela, il s'évade de prison 6 mois après et pour se cacher dans sa cavale, il change de vie. Il devient Marco Ferrari, simple majordome chez Paul Wollnerman. Forcément une couverture pour mieux se dissimuler selon l'ex-patron des stupes. J'ai rarement vu des types à ce niveau-là dans le milieu qui se réinsèrent dans la société avec un petit job à 2000 € par mois. Hein. Voilà. Ils sont trop habitués à brasser des milliers d'euros, d'avoir l'argent facile et tout le reste. Voilà, ça me paraît très incertain qu'il soit devenu un majordome bien intégré dans une société civile traditionnelle. Sous couvert d'être un employé de maison, Ugo Marchic aurait continué à diriger un trafic de drogue.
Nous avons rencontré au Venezuela un Français qui a eu affaire à lui. L'homme préfère rester anonyme. Il travaillait comme intermédiaire pour des ventes de voiliers à Puerto La Cruz. C'est sur la marina qu'il comprend quelle est l'activité réelle du majordome. Moi, je lui ai connu au moins 3 ou 4 voiliers. J'ai arrêté de vendre des bateaux à ce moment-là parce que je me suis rendu compte que les gens qui achètent des bateaux pas chers au Venezuela, c'est toujours dans le but d'un trafic. Bon, après, ça m'a moins surpris quand j'ai appris quelques mois après que le bateau avait été arrêté en Martinique avec de la drogue, quoi. Il l'avait vendu à 2 jeunes Français qui est ici, donc je pensais qu'ils devaient savoir. Ce sont des voiliers de 12 mètres comme celui-ci qu'aurait acheté le majordome et qui auraient servi à convoyer la drogue vers les Caraïbes, puis vers l'Europe. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Pourquoi Paul Vollnorman a-t-il été éliminé? Est-ce simplement pour son argent ou avait-il découvert le vrai visage de son majordome? Le retraité serait-il devenu un témoin gênant? Pour Laurence Léger, l'avocate de la famille Vollnorman, cela ne fait aucun doute. Comment un homme qui a été à la tête d'un trafic pareil peut se mettre du sang sur les mains pour une somme toute dérisoire? On sait que Paul Vollnorman aimait les bateaux, qu'il avait un bateau, qu'il laissait un petit peu toute latitude à Marco Ferrari pour l'utilisation de ce bateau. Donc est-ce que ce bateau a pu être utilisé pour un trafic qui aurait continué à... Voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. Début mars, Hugo Marchik a été extradé en France et incarcéré dans la prison de Fresnes. Il est accusé d'homicide sur un citoyen français. Son avocat n'a pas souhaité répondre à nos questions. Le procès devrait commencer l'année prochaine.